Mon inquiétude, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, mon inquiétude, et ce que j'entends depuis 2 jours me le confirme, c'est j'ai peur que les responsables de la droite, en tout cas un certain nombre d'entre eux, soient à nouveau tentés de ne pas faire l'inventaire de la défaite, de faire l'impasse, de dire mais oublions tout ça, ne regardons pas dans le rétroviseur. Or, je pense que nous n'avons pas fait l'inventaire de la défaite en 2012. Pourquoi on a autant perdu? C'est quand même pas normal, une élection qui était imperdable, on la perd. Surtout après déjà 9 mois de campagne avec les primaires, ça faisait beaucoup. Quand on a perdu, il y a eu des moments de doute, est-ce qu'on a encore un avenir? Il est temps, je crois, qu'on se pose et qu'on pose de bonnes questions. C'est peut-être une opportunité pour nous de discuter, de faire des ateliers de la refondation, de se poser les questions et de prendre le temps. Là, on a 4-5 ans pour tout reconstruire. Ça va nous donner une chance unique de nous renouveler. Toutes ces discussions sont bien creuses. La droite se cherche toujours et ce n'est pas Wauquiez qui va changer les choses. La droite est bien partie pour se reconstruire. Elle n'a pas seulement des idées, mais un programme. Ce sont vos affirmations, vos commentaires sur lefigaro.fr. Reste que la droite tente de mobiliser ses électeurs et c'est ce qui est en une aujourd'hui du Figaro. Alors on se pose une question, on vous pose une question. La droite a-t-elle tiré les leçons de sa défaite? La droite a-t-elle fait l'inventaire de la défaite? Hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. Pour l'instant, vous êtes une immense, une écrasante majorité à répondre non. Est-ce que vous avez raison? Eh bien, on va poser la question à Guillaume Perrault. Bonjour. Bonjour. Journaliste au service débat et opinion du Figaro. Et vous êtes auteur notamment de Conservateurs, soyez fiers aux éditions Plomb. Mais vous avez surtout participé aux ateliers de la refondation dont on a vu une évocation tout à l'instant. Vous avez suivi donc de près ce qui s'est passé chez LR après la législative et la présidentielle. Et c'est sur ça qu'on reviendra avec vous. À côté de vous, Emmanuel Rivière, directeur chez Kantar, et fin connaisseur du comportement des électeurs de droite. On découvrira d'ailleurs à la fin de la semaine le baromètre mensuel que vous faites pour le Figaro Magazine. En face à vous, Yvan Rioufol, qu'on retrouvera également vendredi, mais qui nous fait le plaisir d'être là avec nous ce matin, chroniqueur politique au Figaro et donc auteur du bloc-notes chaque vendredi et surtout de ce livre Macron, la grande mascarade aux éditions L'Artilleur, passionnante étude et récit chronique de l'avènement du chef de l'État. Une chronique, il faut quand même le dire, mon cher Yvan, un peu critique, surtout quand vous avez forgé ce néologisme, la macrocrature. Vous racontez également notamment comment la droite a perdu. On va voir tout ça avec vous, mais en attendant, on est au téléphone avec Patrick Hetzel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de Force démocrate, la formation dirigée jusqu'à la semaine dernière par François Fillon. Une première question, Patrick Hetzel. Est-ce que vous avez lu le livre de Patrick Stefanini ? Non, je ne l'ai pas lu. J'ai pu consulter quelques bonnes feuilles, mais je ne l'ai pas lu. Est-ce que, on va aller tout de suite au fait, est-ce que vous avez fait votre examen de conscience ? Alors, je pense que en partie, nous l'avons fait, mais il reste évidemment beaucoup à faire. Et je crois que une chose est certaine, c'est que s'il y a un point sur lequel on peut être d'accord avec beaucoup, c'est que nous devons véritablement faire un inventaire de la défaite. Nous avons commencé à le faire, et d'ailleurs Force républicaine s'est engagée aussi dans cette voie. Et vous venez de rappeler à l'instant qu'un gros travail avait d'ores et déjà été fait au sein des Républicains avec les fameux ateliers de la refondation. Je pense que c'est une première base sur laquelle nous allons pouvoir nous appuyer pour proposer un projet de redressement de notre pays. Chez les fillonistes de Force républicaine, quelles sont les premières leçons que vous avez tirées de cette défaite ? Les premières leçons, c'est que nous avons là aussi pu noter que finalement, on peut avoir un très bon programme et un très bon candidat. Ça n'est hélas pas toujours suffisant. Qu'est-ce qui vous a manqué ? Je pense que très clairement, ce qui, à un moment donné, a rendu la campagne extrêmement difficile, c'est le contexte médiatique dans lequel celle-ci a évolué. Aucune responsabilité de la part du candidat, aucune responsabilité de son entourage ? Écoutez, je pense que le candidat a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet. Donc, je pense que voilà, les choses, on ne va pas. Je pense que
Non, mais la question, Patrick Hetzel, est-ce qu'il y a une responsabilité de François Fillon dans la défaite ou pas? S'il y a une responsabilité, elle est collective. Je ne pense pas qu'il faille accabler François Fillon. Si responsabilité il y a, elle est collective, parce que beaucoup de décisions, il faut le rappeler, j'étais député lors de la précédente législature, beaucoup de décisions ont été prises en fait de manière très collégiale. Patrick Hetzel, est-ce que Sens commun a précipité votre défaite, vous pensez? Non, je ne pense pas. C'est pareil. Aujourd'hui, on est en train de cibler un mouvement en disant que c'est Sens commun qui a précipité la défaite. Je pense que c'est plus complexe que cela. Fallait-il, alors je vais vous aider à essayer peut-être de préciser, est-ce qu'il fallait faire campagne plus au centre? Fallait-il faire campagne plus au centre? Non, je ne partage pas cet avis parce que en réalité, ça voudrait dire que, le programme n'était pas pertinent. Mais je pense que, et je reste persuadé que le programme était pertinent. Mais nous n'avons sans doute pas sur ce volet-là suffisamment expliqué un certain nombre de mesures et les décliner sur ce que cela donne dans le quotidien de nos concitoyens. Alors que un gros travail avait été fait depuis 2013, il faut bien le dire, pour aller au contact à la fois de nos concitoyens et de la société civile. Merci beaucoup Patrick Hetzel. Je rappelle que vous êtes élu du Bas-Rhin et vous êtes député LR et très exactement et secrétaire général de Force démocrate. Formation jusque-là dirigée, Force républicaine, pardonnez-moi, Force démocrate est mort et enterré, mais Force républicaine, la formation jusque-là dirigée par François Fillon et désormais dirigée par Bruno Retailleau. Merci de nous avoir consacré ce temps sur Figaro Live. On dit bonjour également à Christopher, Arlette, également à Tino, Patrice, qui nous regarde d'Australie. C'est dire si quand même la question posée est importante, elle est centrale, elle n'est peut-être pas centriste. Une question, peut-être un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre, et une question subsidiaire. Est-ce que la droite sait pourquoi, aujourd'hui, elle a perdu ce qu'on a entendu dans le clip de présentation des Républicains, l'imperdable Emmanuel Rivière? Je comprends que Patrick Hetzel ait du mal à dire qu'il y avait un problème avec François Fillon, mais de toute évidence, ce qu'on a suivi les uns et les autres pendant la campagne, les moments d'inflexion, sa faute. Il y avait un problème avec le candidat Fillon, mais à la limite, ce n'est plus le problème. Ce qui est important, au contraire, c'est de se rappeler, quand on veut bien regarder un peu dans le rétroviseur, qu'à un moment donné, la droite avait le candidat idéal. Pendant une dizaine de jours, les quelques jours qui ont précédé le premier tour de la primaire jusqu'à l'entre-deux tours, avant que l'image soit déjà un tout petit peu effectivement ternie par cette polémique créée par son adversaire Alain Juppé sur la question de l'avortement, il y avait le candidat idéal. Et je trouve que ce sera important pour la droite, pour renouer l'électorat, d'essayer de comprendre pourquoi. Parce que déjà, il recréait une forme de proximité avec les lecteurs. C'est-à-dire que des gens voyaient en François Fillon quelqu'un de proche des réalités, sincère, honnête, qui leur parlait directement, avec cette forme d'autorité aussi qui est très attendue. Je crois que ça fait partie des éléments importants du casting. Une forme d'endossement des responsabilités. Je crois qu'il y avait effectivement dans le programme de François Fillon des mesures de rigueur budgétaire, de réduction des déficits, de réduction de la dette. Mais si il y a eu cette espèce de séquence incroyable où finalement les deux favoris, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, semblaient avoir été écartés en très peu de temps, c'est qu'il y avait aussi, c'est peut-être ça que François Fillon n'a pas su tenir dans la durée, une véritable demande de changement de la manière de faire de la politique. Et ça, c'est en partage avec d'ailleurs l'ensemble des électorats. Les électeurs de gauche ont quelque part dit aussi, on ne veut plus la même manière de faire de la politique. À un moment, François Fillon a semblé incarner cela. Finalement, il y avait peut-être erreur de casting, mais encore une fois, ce n'est plus le sujet aujourd'hui. Je pense qu'il faut retenir ça, notamment sur la question de la personne, qui n'est pas la seule question, mais qui, à droite, est très importante. Les gens ne veulent plus qu'on leur fasse de la politique comme autrefois, ne veulent plus, en gros, pour être tout à fait franc, qu'on leur raconte de salade, qu'on dise une chose et puis qu'on fasse une autre, qu'on soit dans des jeux de posture, qu'on pratique la langue de bois. Ils veulent des personnalités et des leaders qui transcendent un peu ça et qui inventent la politique de demain. Difficile de s'opposer à un gouvernement quand on a un programme identique, c'est ce que nous dit Tino. On étudiera justement cette question à la fin de l'émission, notamment avec vous, Yvan Rieufol, qui avez justement scruté le programme du président. Vous partagez l'analyse d'Emmanuel Rivière ?
Oui, en grande partie. C'est-à-dire que l'effondrement de Fillon, malgré tout, est dû non pas à son programme politique, mais il est d'abord dû aux affaires. Il faut tout de même replacer ça dans le contexte. Et naturellement, il y a eu cet assaut des médias et de certains juges pour faire tomber un candidat qui était quand même promu à la victoire, en tout cas dans les dernières semaines. Et donc la justice, là, s'est évertuée à sortir de son rôle de réserve, qui était une réserve attendue. Non, mais il y a eu, c'est pas la faute de la justice, il y a eu la faute des comportements, les comportements de Fillon sautent aux yeux, les mauvais comportements de Fillon sautent aux yeux, mais il y a quand même eu, malgré tout, cette coalition des juges et des journalistes pour faire tomber ce candidat-là. Et donc, avec une défense très maladroite et effectivement avec des comportements incompréhensibles, mais qui faisaient référence en effet à l'ancien monde, c'est-à-dire cette manière de se croire dans l'entre-soi et de cette manière de vouloir se servir de la République plutôt que de la servir, grosso modo. Mais simplement, il me semble que le message qui a été passé à l'époque par Fillon, qui a d'ailleurs été plébiscité par les électeurs, lors de la primaire par les électeurs de la droite, reste un message valable et peut-être révolutionnaire dans le sens où moi j'ai beaucoup applaudi à son slogan qui était le courage de la vérité. Vous savez, le courage de la vérité, c'était cette manière de vouloir dire qu'il faut aller au-delà des faux-semblants, au-delà des prêts-à-penser, pour essayer d'aborder très précisément la réalité des faits, la réalité de la société. Or, il me semble, et c'est un peu ce que je veux démontrer dans ce livre, qu'avec Macron, nous avons repris pour 5 ans de mensonges officiels, pour 5 ans de politiquement correct, pour 5 ans de récitations obligées, et avec une incompréhension de ce que sont les grandes mutations. Et je suis de ceux qui pensent que Macron n'est pas à une révolution, mais c'est un grand bond en arrière. Bon, ça, on verra ça juste après. Juste sur la droite. Eurux nous dit « La droite n'a pas perdu pour ses idées, Fillon non plus, elle a perdu pour son inconséquence ». Juste une chose, vous êtes d'accord ? Je pense qu'après, il y a une autre dimension qui me paraît bien plus importante que son conséquence, et je pense qu'une majorité des gens qui disent « on n'a pas fait l'inventaire » ne seraient pas d'accord sur cet inventaire. C'est qu'il y a quelque chose qui est à réinventer aussi, c'est le positionnement du grand parti de droite. Juste avant justement de revoir ce positionnement, on va entendre dans un instant Patrick Stefanini, mais Guillaume Perrault, chez les élus, chez les militants que vous avez rencontrés, est-ce que vous avez entendu des analyses, des causes que ces militants ont isolées, notamment quand vous êtes allés aux ateliers de la refondation ? Bien sûr, la raison essentielle, massive, c'est les problèmes judiciaires de Fillon et la dégradation irréversible de son image personnelle, de probité et d'exemplarité, ça c'est évident. Maintenant, il y a quand même sur le fond une interrogation sur certains aspects du programme, car n'oublions pas quand même qu'il avait commencé à descendre un peu lors d'une polémique sur l'assurance maladie, sur son programme qui visait à distinguer petit remboursement et grand remboursement, enfin, petite pathologie et grande pathologie, qui n'était pas très clair, et qui a suscité beaucoup d'inquiétudes. Et il avait quand même commencé à fléchir avant même que les polémiques n'interviennent. Donc il y a quand même eu un problème, il a eu des difficultés, il n'a pas su parler aux salariés. Je crois que c'était un programme qui a été très construit autour des travailleurs indépendants, je m'en suis réjoui d'ailleurs parce qu'on ne pense pas assez à eux, mais qui a donné l'impression aux salariés que ce qui les concernait était uniquement punitif et une espèce de purge qu'il allait subir, qu'un médecin très, très exigeant, très acariâtre allait leur infliger, et sans vraiment qu'ils aient de contrepartie positive. Et comme il s'est interdit personnellement de dire quelque chose que tout le monde attendait, c'est-à-dire la défiscalisation des heures supplémentaires, qui était le message que tout le monde attendait, parce que les gens veulent entendre une chose précise. S'ils ne l'entendent pas, ils sont déçus. Et lui, il avait tout un raisonnement pour sortir des 35 heures qui impliquait de ne pas rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires. Bon, ça lui a beaucoup nui. Il n'a pas pu récupérer le second. Donc il n'a pas été assez à droite sur un point, et il n'a pas été assez, finalement, très classe moyenne. Donc il n'a pas su répondre à deux impératifs qui est finalement des impératifs de la droite populaire. Alors il y a ça, et puis il y a aussi le problème classique du candidat de droite, c'est que en gros sa base le tire vers la droite et ses élus vers le centre, et ses élus et les médias vers le centre. Alors c'est le problème presque existentiel du candidat Guillaume, de droite. vous m'offrez une transition formidable. Donc il y a un livre qui est paru ces derniers jours, on l'a évoqué juste au début de cette émission, c'est Déflagration, le récit par Patrick Stefanini de la campagne et de, selon lui, de ce qui a précipité la défaite de François Fillon. Patrick Stefanini était le directeur de la campagne de François Fillon. Et voilà notamment ce qu'il dit aujourd'hui, je vous propose de l'écouter.
Mon inquiétude, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, mon inquiétude, et ce que j'entends depuis 2 jours me le confirme, c'est j'ai peur que les responsables de la droite, en tout cas un certain nombre d'entre eux, soient à nouveau tentés de ne pas faire l'inventaire de la défaite, de faire l'impasse, de dire mais oublions tout ça, ne regardons pas dans le rétroviseur. Or, je pense que nous n'avons pas fait l'inventaire de la défaite en 2012. Alors, dans cette interview, il y a une autre chose qui est intéressante que dit Patrick Stefanini, c'est que lui, il a décelé, selon lui, les causes de la défaite. Il a fait l'inventaire. Et la première cause, et ça reprend ce que dit un de nos internautes, Bernard Simon, sur le forum du Figaro, la première cause, c'est qu'on a perdu le peuple. Bernard Simon nous dit, si la droite veut se crédibiliser, elle doit s'intéresser enfin aux millions de Français qui vivent dans les campagnes abandonnées de toute la classe politique depuis des décennies. Donc ça, c'est le peuple de la France périphérique, de la France rurale. Emmanuel Rivière, c'est vrai, c'est faux, l'une des raisons de la défaite, c'est d'avoir perdu le peuple. Oui, c'est en grande partie vrai. C'est d'ailleurs très frappant de voir à quel point l'électorat de François Fillon, celui qui lui restait fidèle jusqu'au bout, et pas très loin d'ailleurs de la qualification au second tour, était très concentré autour d'un électorat âgé. Alors, ce qui n'interdit pas d'appartenir au âgé peuple. Et vivre dans les campagnes, c'est même aujourd'hui une tendance. Bien sûr, mais ce n'était pas ça sa principale définition. C'est-à-dire que le clivage géographique comptait moins que le clivage générationnel, et avec effectivement un espace laissé libre au Front National, confirmant d'ailleurs un ancrage territorial que le Front National a cessé de faire progresser au cours des années. Une des raisons, n'oublions pas, de la défaite de François Fillon, c'est voilà, les points gagnés entre 2012 et 2017 par Marine Le Pen, qui a fait plutôt une contre-performance dans cette campagne, enfin qui a quand même réussi à accroître encore son nombre d'électeurs à un niveau inédit. Erux, qu'on salue encore, revient et nous dit « Sans les affaires et personnellement, je pense que celle des costumes a encore fait plus de mal auprès de son propre électorat. Fillon aurait gagné. » Effectivement, est-ce que ce n'est pas aussi un des signes, Yvan Rioufol, qui n'a pas su parler à cet électorat populaire? Oui, il n'a pas compris, en effet, quelles étaient les vraies souffrances du peuple. Il a bien compris quel était le besoin de conservatisme de la société. Il l'a très bien analysé, notamment à travers le débat qu'il a reposé sur l'avenir de l'identité. Enfin, il a reposé ce problème-là de l'identité de la France à travers son livre « Vaincre le totalitarisme », à travers sa défense des chrétiens d'Orient, etc. Donc ceci a parlé à l'électorat conservateur, mais en effet, il a oublié de parler à l'électorat populaire. De façon générale, est-ce que la droite n'a pas un problème avec le peuple aujourd'hui? La droite républicaine. Vous pouvez dire la même chose. Vous pouvez dire la même chose de la gauche. Hein. La gauche aussi a oublié le peuple. C'est vrai que le peuple, pour l'instant, est sorti des radars. Enfin, la France insoumise. Mais la France insoumise aussi. La France insoumise ne s'adresse qu'à un certain peuple, qu'au peuple des cités, mais le peuple de la France périphérique, qui représente 60% de l'électorat, est un peuple qui, pour l'instant, ne trouve pas de porte-parole, sinon au Front National et dans ces mouvements-là, et dans ce qui pourrait être ce genre de mouvement populiste. Et donc, je pense que la faiblesse, en effet, de Fillon a été son manque d'empathie, son manque d'intérêt vis-à-vis de ceux qui souffraient le plus, pensant que de défendre l'identité française suffirait à rassembler tout cela. Mais naturellement, c'était une vision qui était un peu trop courte. Guillaume, je voulais vous faire réagir sur ce que dit un autre de nos internautes, c'est Svekan, et qui reprend un petit peu l'autre raison qui a été isolée par Patrick Stefanini. Patrick Stefanini dit « on a perdu le centre ». Et Svekan nous dit « aujourd'hui, la droite progressiste est au pouvoir, le reconnaître serait un vrai bon début, et en fait ce serait le seul début qui ne mène pas à une impasse décennale ». Est-ce que ce n'est pas ça la solution? Est-ce qu'il ne faut pas revenir au centre? Alors, en fait, Fillon a perdu sur les deux tableaux, des deux côtés. Il n'a pas su faire revenir un électorat populaire qui avait voté pour Sarkozy au premier tour en 2007 et que Sarkozy a ensuite déçu et que Sarkozy a perdu en 2012. Parce que n'oublions pas qu'en toile de fond de toutes ces péripéties, il y a l'amertume et la déception née à droite du quinquennat raté de Sarkozy. C'est ça la donnée fondamentale. C'est-à-dire que une partie des gens qui avaient fait confiance à Sarkozy en quittant Le Pen pour lui au premier tour se sont dit, en 2007, lui permettant d'avoir 32% des voix dès le premier tour, ce qui était énorme, eh bien, se sont dit aujourd'hui, on s'est fait avoir une fois, on n'ira pas, on ne se fera pas avoir une deuxième fois. Ça, c'est pour l'électorat plutôt populaire. Ça, c'est pour l'électorat populaire qui a voté Front National. L'électorat centriste. Alors, l'électorat centriste, il est certain que le positionnement
de Macron est évidente. Le positionnement de Macron, tout le discours considérant à dépasser le clivage droite-gauche, à ce que les braves gens des deux camps travaillent ensemble, reprenant une vieille aspiration centriste que Bayrou ou Le Canuet avant lui avaient incarnée, et certain que ça a plu à un électorat assez typé sociologiquement, qui oscille toujours entre le centre droit, le centre gauche. Cela dit, j'ai tendance à penser que numériquement, il y avait plus de voix à gagner chez les premiers électeurs, ceux qu'il a perdus, plutôt qu'au centre. Alors, il faut aller est-ce que la solution, c'est d'aller au centre aujourd'hui ? En tout cas, la question du centre, elle est fondamentale. Parce que si la droite ne peut pas réfléchir à son avenir sans penser tout ce qui a été constitutif de l'identité de la droite aux yeux de ses électeurs depuis des décennies désormais. La gauche a voulu imposer une espèce de définition du clivage qui était la gauche partie du progrès, la droite partie de l'ordre. Ça a peut-être été vrai dans les années 60-70, mais fondamentalement, ce qui faisait qu'un électeur de droite était de droite, c'était pas ce clivage-là. La gauche, c'était le modèle socialiste, et puis la droite, c'était le modèle libéral. C'est autour de cela que ça s'est construit. Donc beaucoup autour de la question du monde du travail, des rapports sociaux dans l'entreprise, avec des propositions sur la baisse de la fiscalité, la diminution du rôle de l'État, la responsabilité individuelle, la facilitation de la vie des entrepreneurs, avec peut-être moins de protection pour les salariés. Or, il se trouve que quand on se définit comme ça, on se définit un peu par rapport à la gauche. Et si la gauche cesse d'être l'opposé de ça, si la gauche cesse d'être socialiste, il y a un problème de définition pour la droite. Or, c'est un peu ce qui s'est passé pendant le quinquennat de François Hollande, mais l'échec de François Hollande aux yeux de ses électeurs aurait suffi à faire passer la droite. Simplement, ce mouvement de balancier qui a connu quasiment pas d'exception, à part Nicolas Sarkozy en 2007, entre la gauche et la droite, il y a quelqu'un qui a mis un doigt dans l'engrenage et qui l'a bloqué, qui s'appelle Emmanuel Macron, et qui pose maintenant la question de la redéfinition de la droite par rapport à ce qu'a été quand même ce clivage historique, socialisme versus libéralisme. Bonjour Othman Nasrou. Bonjour. Vous êtes président du groupe LR au Conseil régional d'Île-de-France, vous êtes vice-président même du Conseil régional, proche de Valérie Pécresse, l'une des étoiles montantes du parti, si j'en crois Marion Morgue, qui a fait votre portrait dans le Figaro et qui revient ce matin dans cette nouvelle génération à la conquête de la droite et des électeurs. C'est la question du jour, est-ce que Fillon et ensuite les autres, ceux qui l'ont suivi, François Baroin, ont perdu parce qu'ils étaient trop à droite ou parce qu'il ne l'était pas assez ? Je pense que le sujet, il n'est pas sur le curseur à droite ou à gauche par rapport à une offre politique donnée. La vraie question, c'est qu'on a toujours eu du mal à droite à savoir se vendre, à savoir expliquer ce qu'on voulait faire, à savoir quelque part faire aussi du marketing politique. Je le dis puisqu'effectivement on a connu des défaites cinglantes, il faut aussi le dire, cette année, et 2 défaites successives, très dures. Mais en réalité, depuis le quinquennat de Nicolas Sarkozy, on n'a pas su faire le service après-vente de ce que nous voulions faire. Et on le voit parce que je considère qu'il y a des choses très très utiles qui ont été faites durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012 et on n'a jamais su expliquer aux Français ces réformes utiles. Je pense à la réforme des universités, je pense à l'auto-entrepreneur qui est quand même pas une mince affaire. Et surtout ça, on n'a jamais su, on a aussi toujours laissé caricaturer. Pourquoi vous n'avez pas su l'expliquer ? Parce que vous n'avez pas su l'assumer, par exemple ? Oui, probablement, parce que nous nous enfermions nous-mêmes dans une espèce de caricature. Alors avec un certain nombre d'entre nous qui font des déclarations à l'emporte-pièce, qui cherchent la petite phrase, d'autres. Ben écoutez, par exemple, on a été trop souvent, je crois, les yeux rivés sur les sondages et pas assez dans l'explication de ce qu'on voulait faire. Et on l'a vu, y compris durant la campagne des élections présidentielles, où on n'a pas su effectivement se sortir d'un certain nombre de caricatures, par exemple sur la sécurité sociale. Si vous lisiez le programme de François Fillon, et je pense que trop peu de gens l'ont lu, il n'était pas aussi caricatural que certains ont bien voulu le faire croire. Et la réalité, c'est qu'on n'a pas su expliquer tout ça. Et c'est entièrement de notre faute, je ne blâme personne, mais on n'a pas su expliquer ce qu'on voulait faire. Pourquoi est-ce qu'on nous étions en faveur d'une baisse de la dépense publique, qui est aujourd'hui un marqueur important. On voit effectivement, comme le disait à l'instant, je crois que c'était Emmanuel Rivière, que il y a une mutation d'une partie de la gauche avec Emmanuel Macron qui devient libéral, qui accepte l'économie de marché, qui accepte la mondialisation, et quelque part c'est tant mieux. Mais à côté, il y a un sujet sur la baisse de la dépense publique, sur la réforme de la sphère publique, qui est encore insuffisamment porté par ce nouveau pouvoir, et sur lequel il faut que nous arrivions à expliquer aux Français pourquoi est-ce qu'il faut réformer l'État et les collectivités territoriales, que ce n'est pas forcément synonyme de plus de souffrance ou de plus de sacrifices, mais qu'au contraire, ça peut être aussi un meilleur service public pour eux. Sur tous ces sujets-là,
là, la réalité, c'est que nous n'avons pas fait ce travail de pédagogie, d'explication. Il va falloir qu'on s'y attelle sérieusement. Maintenant, on a le temps pour le faire. Et c'est un travail qui va prendre un certain temps. Mais vous avez quand même eu quelques mois depuis la défaite même des législatives. Pourquoi ce n'a pas été fait, ou bien qu'est-ce qui a été fait selon vous? Alors, il y a eu un travail qui a été initié par Dana Acquaye au niveau du parti, des Républicains, pour faire les ateliers de la refondation. La réalité, c'est que l'élection qui arrive là pour la présidence du parti, elle est certainement prématurée en ce qui concerne la ligne politique, puisqu'on ne va pas trancher aujourd'hui une ligne politique pour 2022, au lendemain de cette double défaite cuisante. Il faut au contraire qu'on s'y attelle sérieusement, avec méthode, dans un esprit de rassemblement, et qu'on travaille le fond pour savoir quel est notre corpus idéologique qu'il faut redéfinir, parce que nous avons une nouvelle offre politique en face, et que aussi nous avons une France aussi qui change. Othman Nasrou, le corpus idéologique, il est en train de se redéfinir, non? Pardon? Le corpus idéologique, il est en train de se redéfinir à droite, non? Eh ben, il est en train de se redéfinir, mais ça va prendre un certain temps avant qu'il ne soit stabilisé. Là, aujourd'hui, il est un peu tiraillé entre beaucoup de tendances différentes, entre beaucoup de chapelles différentes, et c'est normal. Et c'est normal vu ce qu'on a connu, effectivement, sur le plan électoral. Moi ce que j'aimerais dire, c'est qu'au quotidien, la droite, la famille politique de la droite et du centre, elle continue d'exister dans les territoires, dans les collectivités. Je suis moi-même élu de la région Île-de-France avec Valérie Pécresse. Au quotidien, nous prenons des décisions. Nos territoires sont des laboratoires aussi de ce que c'est faire la droite et le centre, d'ailleurs, en matière de gestion publique, en matière d'économie, en matière de réforme en profondeur des missions des collectivités. Donc sur tous ces sujets-là, nous sommes déjà en action. Et je crois qu'il faut qu'on se base sur ça, de manière très concrète. Ce débat sur la reconfiguration politique, c'est un débat national, qui est certes important, mais en réalité, il ne doit pas effacer tout ce qui se passe au quotidien. Et au quotidien, vous avez beaucoup d'élus locaux de droite qui continuent de faire de leur mieux pour que tout simplement l'argent public soit mieux dépensé, pour que le mérite et le travail soient mieux récompensés. Et je crois que c'est à partir de ce travail-là qu'il faut qu'on reconstruise demain un projet national. Othman Nasrou, vous avez beaucoup de talent pour parler, mais il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. C'est est-ce que la question du curseur, finalement, vous dites que ce n'est pas important, mais d'un autre côté, vous dites qu'il est important de redéfinir un corpus idéologique. Donc est-ce qu'il faut aller vers la droite ou est-ce qu'il faut aller vers le centre? Je ne vous dis pas que c'est pas important la question du positionnement politique. Je vous dis que je ne le vois pas comme un axe unique, si vous voulez, avec un curseur qui va. Mais sur ce point-là, Othman Nasrou, sur ce point-là, il faut aller vers la droite ou vers le centre, selon vous? Je vais vous dire un exemple précis sur le plan économique. Par exemple, moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'il faut maintenant, puisqu'on a une offre libérale en face, avec une mutation d'une partie de la gauche avec Emmanuel Macron, qu'il faut qu'on aille sur des réflexes étatistes, souverainistes, antilibéraux, etc. Moi, je pense que la droite, ça a été dit tout à l'heure, elle a vocation à rester libérale, à rester très favorable aux entreprises, à l'initiative privée. Et je suis inquiet, effectivement, d'entendre parfois, dans la bouche d'un certain nombre d'élus, heureusement peu nombreux, un discours qui devient quasiment un discours d'extrême gauche sur ces sujets-là. Par exemple, je pense à la baisse du nombre de contrats aidés. La réalité, c'est que c'était tout à fait conforme à ce que nous-mêmes nous aurions pu faire, au rapprochement entre Airbus et Siemens Mobility. Donc, si vous voulez, sur tous ces sujets-là, je suis inquiet effectivement de ce tiraillement où on fait qu'on veut se démarquer par rapport à Emmanuel Macron. Voilà. Par contre, sur d'autres sujets, sur le régalien, sur la sécurité, sur l'immigration, eh bien, je crois que nous sommes très à l'aise sur ces sujets-là, que nous sommes crédibles sur ces sujets, qu'il faut qu'on continue à tenir un discours fort, et plus qu'un discours fort, avec des actes forts. Je crois que ce qu'on nous a reproché, c'est de ne pas agir assez sur ces thèmes-là, et pas forcément d'avoir été simplement caricaturé. Mais la réalité, c'est qu'on en a beaucoup parlé et on a peu fait. Donc vous voyez, le sujet, il n'est pas binaire. Entendu, Othman Nasrou. Message reçu. Quand vous voyez la création d'Agir ou le départ de Thierry Solaire, est-ce que vous le regrettez ou est-ce que c'était la clarification que vous attendiez? Quelle est la clarification nécessaire? Moi, c'est pas le départ de quelques-uns qui m'inquiète. Je pense que là, il y a toujours aussi des démarches individuelles. Derrière la question des personnes. Oui, voilà, mais derrière les personnes, ce qui est inquiétant, c'est qu'une partie de l'électorat est partie. Je crois que plus de 20% des électeurs de François Fillon présidentiel ont voté directement pour En Marche aux législatives. C'est ça qui doit nous interpeller, et c'est cela qu'il faut faire revenir, parce que moi, je ne me résous prioritairement, pas ceux qui sont partis chez Marine Le Pen. Écoutez, tous ceux qu'on a pu décevoir à un moment ou à un autre, mais c'est vrai que ceux qui sont partis chez Marine Le Pen, je veux dire, il y a un moment où on voit bien que l'offre politique du Front National n'a aucune crédibilité. Et d'ailleurs, je vous le dis, moi j'ai énormément de divergences avec le Front National, bien sûr sur des sujets
d'identité, des sujets régaliens, mais aussi sur les sujets économiques. Où, encore une fois, c'est les partis de gauche, le Front National, sur ces sujets-là. Mais ceux qui m'inquiètent le plus, c'est ceux qui sont partis parce qu'ils ont trouvé que nous ne savions plus parler à l'ensemble des Français. Ça a aussi été dit tout à l'heure. Moi, je vous dis, on a 6% des jeunes de moins de 35 ans qui ont voté pour nous. Donc c'est ce rétrécissement-là aussi qu'il faut combattre, mais il faut le combattre par un travail sincère sur le fond de ce qu'on veut faire, et pas simplement par des postures ou par des effets de manche, si vous voulez. Et ça, là-dessus, je suis un petit peu inquiet parce que ce travail, il doit commencer maintenant. Et or, je vois que le débat, il tombe sur beaucoup de sujets, sauf sur l'essentiel, à savoir concrètement qu'est-ce que doit être la France à partir de 2022. Et aujourd'hui, je vous dis honnêtement, on n'a pas encore réellement commencé ce travail. Il y a des initiatives, vous les avez citées. Il y a Libre, qu'a fondé Valérie Pécresse pour travailler sur ces sujets-là. Je crois que vraiment l'essentiel, c'est des propositions maintenant. Merci beaucoup, Othman Nasrou. C'est le mérite de la clarté. Merci. Je rappelle que vous êtes vice-président du Conseil régional d'Île-de-France et proche de Valérie Pécresse. Emmanuel Rivière, un commentaire rapide. Othman Nasrou l'a un peu identifié et cité. C'est vrai que dans la difficulté de se positionner en se différenciant d'Emmanuel Macron sur des thèmes partagés, il y a d'autres thèmes et qui sont effectivement des thèmes qui sont fortement des thèmes d'attente de la part des électeurs de droite et notamment de ceux qui continuent encore à se sentir proches des Républicains, qui sont l'identité, l'immigration, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, et évidemment c'est assez consensuel, mais ça reste quelque chose qui vient très immédiatement à l'esprit des électeurs de droite. Et du coup, se pose la question de savoir comment appréhender ces thèmes sans prêter le flanc aux critiques qui consistent à dire vous êtes en train de vous enfoncer sur l'État du Front National. On va regarder ça. Je voudrais que d'abord on continue de voir la question. Je vous rappelle la question sur Twitter. La droite a-t-elle tiré les leçons de sa défaite et a-t-elle fait l'inventaire de sa défaite? Pour l'instant, vous êtes une grande majorité à répondre non. On a la droite la plus réactionnaire et la plus antilibérale au monde, nous dit Christopher. L'autre question, c'est de savoir vraiment si cet inventaire a été fait et effectivement, non seulement ce qu'on vient de voir sur Twitter, mais également sur les réseaux que scrute Juliette Saint-Jean en ce moment, eh bien, la réponse est claire, elle est nette, c'est non, et voici pourquoi. Bonjour Vincent et bonjour à tous. Alors c'est un non catégorique. La droite n'a clairement pas su tirer les leçons de sa défaite selon les internautes. Tant que la droite ne comprendra pas que l'union fait la force, elle ira obligatoirement à l'échec. Il faut qu'ils fassent le ménage et qu'ils éliminent toutes les brebis galeuses qui font du tort au parti, comme ils l'ont fait pour François Fillon, explique Lila. Pour Luc, le parti n'a toujours pas compris qu'être de droite, c'est d'abord une question d'éthique et de valeur morale. Certains considèrent que sans un vrai leader, le parti ne se relèvera pas. Historiquement, la droite a toujours été représentée par un homme clé et son équipe de lieutenants. Aujourd'hui, la direction collégiale n'existe plus et s'oppose sur trop de sujets. Les modérés n'ont plus de voix et Laurent Wauquiez se donne un air de Sarkozy, mais n'en a vraiment pas la carrure, déplore Éric. Pour Damac, le résultat est sans appel. Tant que la droite se rapproche du centre et de la gauche et tergiverse sur des concordances avec une certaine partie du Front National, aucune leçon ne sera tirée et la dégringolade continuera. Et enfin, beaucoup estiment qu'il faudrait un vrai renouveau, et ce, à tout point de vue. Pour Nicole, il y a trop de vieilles rivalités et trop de vieilles idées. Une nouvelle ère s'impose. Politiquement parlant, ils ont un boulevard, mais aujourd'hui, seule une nouvelle génération avec les pieds bien ancrés dans la réalité pourra faire en sorte que le parti renaisse de ses cendres. Alors, est-ce que la droite n'a pas fait son inventaire? Moi, je voudrais qu'on voit des images. C'est les images du clip qui a été fait par les Républicains. Est-ce que c'est un clip de propagande ou bien est-ce que, comme le dit on reconnaît Olivier Vial, d'ailleurs le patron de l'UNI dedans, donc c'est pas quand même totalement c'est moins des sympathisants que des militants, c'est peu de le dire, mais est-ce que dans ce clip, il est dit que la droite a fait ses ateliers de la refondation? Est-ce que c'est pas la preuve que bien l'inventaire commence à être fait? Guillaume Perrault, vous avez participé à ces ateliers, qu'est-ce qu'on vous a demandé, notamment?
Moi, ce qu'on m'a demandé, c'est que j'ai participé au Touquet, en effet, devant le campus des jeunes LR du Nord-Pas-de-Calais, à un débat sur est-ce qu'on peut être à la fois conservateur et libéral. Ce qui était donc, c'était une question vraiment de fond, quoi, difficile. Et je défendais le point de vue conservateur et Robin Rivaton, essayiste, défendait le point de vue libéral. Qu'est-ce qu'il en est ressorti d'ailleurs? Un débat vraiment. D'abord, la satisfaction du public qui était content qu'il y ait un débat vraiment de fond, intellectuel sur les notions. Donc c'est la preuve quand même qu'il y a des choses qui se passent quand même dans le domaine voilà, des idées et à droite. C'était la preuve que, pour une fois, en tout cas, il y avait un travail intellectuel. Vous savez qu'on a beaucoup reproché aux partis politiques. Inédit, je ne voudrais pas m'avancer, mais enfin, à ce point-là, mais c'est rare, et c'est sûr que à droite en particulier, il n'y avait pas, mais au PS c'était pareil, il n'y avait pas un grand intérêt pour les idées, et les intellectuels ne voulaient plus y aller parce qu'ils avaient vraiment l'impression que les politiques qu'ils avaient en face d'eux regardaient leur montre, regardaient leur dépêche. Mais c'est plus vrai à droite qu'à gauche quand même. Non, je crois pas. Franchement, je crois pas. Le PS a été complètement nécrosé de longue date sur ce sujet depuis au moins 15 ans. Et si vous écoutiez des intellectuels en vue à Paris aujourd'hui, ils gardaient de mauvais souvenirs de leurs rares interventions devant le PS de la même manière. Il y avait un appauvrissement intellectuel dans les partis de gouvernement. Il vaut mieux être conservateur ou libéral? Vous voulez dire pour gagner les élections? La grande difficulté consiste à savoir si on peut concilier les deux. Oui. Et donc j'ai pris. Il en est ressorti quoi chez les militants? Ils sont très partagés. Ils sont très partagés. Ça dépend. Je pense que plus on va dans l'abstraction des concepts, plus ça divise. Plus vous essayez d'incarner dans des exemples précis, plus vous pouvez fédérer. Alors, question, Emmanuel Rivière, faire ce débat intellectuel, est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est pas ça qui va précipiter la division de la droite et sa défaite? Là, je crois que la division, elle est sur la table. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un moment, il faut, pour la droite, si elle veut espérer reconquérir le pouvoir en 2022, en actant d'ailleurs le fait qu'elle n'est pas totalement maître de son destin, parce que beaucoup de choses dépendront du succès ou de l'échec d'Emmanuel Macron, redéfinir un projet. Et là où je me distingue un petit peu de l'intervention par téléphone, c'est que c'est jamais qu'une question de pédagogie. C'est rarement, c'est trop bête, on avait un très beau programme et puis on n'a pas su l'expliquer. Il y a un moment, il faut une adéquation. Et là, idéologiquement, il y a un problème ou pas, à votre avis? Idéologiquement, il y a effectivement un problème parce qu'il y avait une espèce d'opposition gauche-droite qui permettait de transcender un des sujets qui est quand même un sujet compliqué pour la droite, qui est l'Europe, avec ce que ça signifie d'abandon de souveraineté par rapport à une des lignes de fracture, certes moins importante à droite qu'à gauche, mais qui reste une ligne de fracture à droite. Moi, j'ai un peu tendance à considérer que ce qu'a écrit René Raymond il y a déjà très longtemps sur les trois droites, l'orléaniste, la bonapartiste et la légitimiste, reste assez vrai. Pour gagner, il faut en allier deux des trois. C'est toute la question de savoir comment on choisit lesquels on allie. Pour l'instant, c'était donc plutôt les orléanistes et les bonapartistes. Et une des vraies questions, ce sera de savoir à un moment pour la droite si elle reconnaît En Marche comme faisant partie de la famille. Alors, Yvan Rieufol, est-ce que c'est ce qu'elle doit faire ou pas? De reconnaître En Marche, de rejeter En Marche ou de reconnaître En Marche? Mais je crois qu'il faut que la droite se reconnaisse comme étant à droite, et ces débats récurrents sur le positionnement de la droite sont faussés dès le départ parce qu'il y a une sorte de culpabilité. Je vous coupe. Le débat intellectuel, c'est quand même nécessaire ou pas? Il est essentiel, parce que la crise qui traverse et qui est commune à tous les partis, c'est une crise de l'intelligence. Les partis ne se confrontent plus aux réalités, les partis se laissent bercer précisément par cet attrait pour le centre qui est pour moi l'attrait de la pensée molle, de la pensée consensuelle, et qui est d'ailleurs représenté aujourd'hui par le macronisme, et qui, de ce point de vue-là, annonce son échec. Je pense qu'aujourd'hui, il faut une radicalité. D'ailleurs, le message qu'a lancé François Fillon à son départ en transmettant le flambeau à Bruno Retailleau. C'est pas cette radicalité qui a précipité sa défaite, Bruno Retailleau a été de dire qu'il fallait poursuivre dans cette radicalité. Et moi, je pense qu'en effet, les Français, et pas simplement les Français, mais simplement le mouvement très réactif qui s'observe en Europe et aux États-Unis est un mouvement de radicalité, c'est-à-dire un mouvement de rejet du politiquement correct pour aller vite, si vous voulez. Et je crois que ceux qui se font entendre aujourd'hui sont
alors Wauquiez naturellement avec cette radicalité que je l'encourage à assumer, mais également Manuel Valls qui également sort un petit peu de la léthargie du socialisme pour également s'affirmer dans des grands sujets identitaires ou civilisationnels qui ne sont pas abordés, qui ne seront pas abordés par le macronisme. Et je pense que l'avenir est à ce positionnement-là. Or, il faut pour ceci qu'il n'y ait pas de militants ou d'hommes politiques qui craignent d'avoir honte de se dire de droite. Et je pense, en effet, pour répondre à Guillaume Perrault, qu'on peut très bien, enfin en tout cas c'est mon souhait, et je me définis en tout cas comme ceci, on peut très bien confronter et marier le conservatisme et le libéralisme. Et je dirais même, comme Kolakowski, que le socialisme aussi pourrait faire le troisième pied de cette droite qui devrait être, qui est en tout cas obligée, qui est obligée malgré tout de se radicaliser, ne serait-ce que par l'envergure que prend cette grande marche centriste qui obligera aujourd'hui ses opposants à s'affirmer davantage. Et si vous ne voulez pas laisser ça au Front National, il faut que ce soit la droite qui le fasse. Alors, je voudrais vous donner une série de chiffres quand même pour orienter notre débat. Et un verbatim qui est ressorti de ces ateliers de la refondation, mais juste une info d'abord. C'est une info qui vient de BFM TV il y a un peu plus d'une heure. Le minibus de la délégation française qui accompagne Emmanuel Macron, qui est en tournée en Afrique, au Burkina Faso, a été caillassé par une centaine de manifestants à l'entrée de l'université de Ouagadougou, où Emmanuel Macron tient actuellement son discours, que vous pouvez suivre d'ailleurs sur la page Facebook du Figaro. Et selon les premiers éléments, il n'y a rien de grave que des vitres cassées. Tout le monde est arrivé à bon port. Et bien sûr, le président de la République, lui, n'était pas dans ce minibus qui transportait la délégation française. On reviendra d'ailleurs dans les décrypteurs jeudi sur cette tournée africaine d'Emmanuel Macron. On parlait de justement ce que vous voulez, les adhérents LR. Et voici les sujets qu'ils voudraient aborder en priorité. D'abord les sujets de justice, de sécurité et d'immigration, et ensuite les sujets économiques. Donc ça, c'est peut-être une indication. Quant aux valeurs, c'est d'abord le travail et ensuite la sécurité. Je voudrais juste avoir peut-être une réaction sur ça, très courte, parce qu'il nous reste peu de temps. Emmanuel, à votre avis, c'est la recette pour gagner ça ? Si on regarde bien les chiffres, c'est à chaque fois quasiment les deux. C'est-à-dire c'est d'abord le travail, oui, mais 43%, sécurité 39%, c'est en gros un partage entre deux directions sur lesquelles il faut aller. De même additionner justice, sécurité, immigration d'un côté et puis économie de l'autre, en arrivant à peu près au même pourcentage, ça montre bien qu'effectivement la droite, pour reconquérir son électorat et élargir sa base et avoir des espoirs de conquête, doit pouvoir parler et traiter l'ensemble de ces sujets. C'est la vocation d'ailleurs des partis de gouvernement. Je voudrais qu'on regarde un verbatim également de ce qui est ressorti. C'est sur la question de Macron. C'est intéressant parce qu'il dit « Nos militants sont très dubitatifs à l'égard d'une ubérisation de la politique qui entraînerait la mort des partis. Ils perçoivent à raison le danger du mythe de l'homme providentiel ». Réponse à la droite bonapartiste, qui d'Emmanuel Macron à Jean-Luc Mélenchon relève d'une forme de populisme. Yvan, vous qui avez travaillé justement sur Macron, qu'est-ce que vous en pensez ? Et question subsidiaire, je suis désolé parce qu'il reste moins de 4 minutes, mais quand les électeurs de droite, et beaucoup nous disent sur Internet que les idées de la droite en matière économique notamment aujourd'hui sont au pouvoir, qu'est-ce qu'on leur répond ? On leur répond que la solution, elle n'est pas dans l'homme providentiel, elle n'est pas dans le macronisme, elle est dans la société civile. Et Macron avait eu cette très bonne intuition de dire qu'il allait aujourd'hui faire une politique qui s'enrichirait précisément de ce que la base, de ce que la France pourrait lui suggérer. Or, on se rend compte que cette vue-là est une arnaque, puisqu'il théorise lui-même sa présidence jupitérienne, c'est-à-dire une présidence coupée du peuple et coupée singulièrement de cette société civile-là, qui n'est représentée que dénonce Éric Zemmour dans Les Insolences à retrouver sur Internet et dans le Figaro de Magazine. Eh bien, c'est très bien. Et donc, il faut retrouver, au contraire, précisément, reprendre cette très bonne intuition et l'appliquer aujourd'hui à la droite, parce que, effectivement, si Wauquiez se fait élire par 200 000 militants, cela est naturellement ridicule et cela affaiblit aussi sa légitimité. Et donc, il faut inventer, et quitte à surprendre et peut-être quitte à provoquer, je pense que le plus novateur pour l'instant de tous les hommes politiques, ce n'est certainement pas Macron, mais ça peut être Trump qui, lui, s'est fait élire au-delà de ses comportements douteux, qui lui s'est fait élire précisément par cette France, oui, c'est un populisme, mais le populisme, c'est de s'adresser au peuple. Donc il faut assumer d'être populiste quand il s'agit de faire marcher la démocratie. Philippe nous dit, pensée molle, crise de l'intelligence, peur du politiquement incorrect, il manque un recart de droite. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Je pense que, regarde, oui, il faut quelqu'un qui parle vrai, en tout cas. Et je reviens à ce qui manque aujourd'hui. Il faut engager ce que j'avais appelé la révolution des œillères, c'est-à-dire que les hommes politiques, mais les intellectuels, mais les médias, mais les journalistes, chassent ces œillères qui les empêchent de voir quel est l'état de l'endettement de la France, quel est l'état de la fracturation identitaire de la France, et afin d'apporter des réponses qui soient adéquates, mais pas des réponses qui soient idéologiques. Guillaume, vous avez 1 minute. Sacrifice à la pensée médiatique, qui n'est pas un oxymore chez nous. Le problème, c'est que, je suis d'accord avec ce que vient de dire Yvan, mais le problème, c'est que chaque fois que la droite se hasarde à parler d'immigration, on lui dit elle chasse sur les terres du Front National, c'est une honte. Donc qu'est-ce qui est la tentation pour elle? L'économie libérale maintenant sur les terres d'Emmanuel Macron. Ah voilà, alors donc tout ce qui lui reste, ça consiste à dire nous sommes d'accord avec Macron, mais il faut aller beaucoup plus loin, ce qui fait être trop timide et il faut être plus libéral que lui. Voilà. Ah oui. Si c'est uniquement ce discours-là qui est encore autorisé, elle ne reviendra jamais au pouvoir. Il faut qu'elle assume un projet qui lui soit propre, y compris sur les sujets qui fâchent et qui ne font pas consensus aujourd'hui. Emmanuel, Patrick Buisson disait en 2007, le soir du premier tour, Nicolas Sarkozy ne fera pas campagne à droite, à gauche, au centre, il fera campagne au peuple. Est-ce que c'est ça la recette pour la droite pour gagner aujourd'hui? Il y a quelque chose dans la relation au peuple et dans les phénomènes qui ont été évoqués qui sont, de mon point de vue, relativement inquiétants. Il y a une extrême personnalisation de l'incarnation politique aujourd'hui. Ce qu'on voit partout en Europe, en Autriche, en République tchèque, avec des personnalités qui incarnent. On voit le score que pourraient faire les listes emmenées par Beppe Grillo en Italie. Emmanuel Macron a réussi ça. Il y a une très très forte incarnation et voilà, on peut commenter la manière dont aujourd'hui les gens sont dans une forme de maturité politique, de la société civile. Mais en fait, ce qui marche médiatiquement, c'est beaucoup l'incarnation et la personnalisation avec ses dérives. Eh bien, on continuera de regarder ça avec vous, messieurs, notamment dès la fin de la semaine avec le bloc-notes d'Yvan Rioufol et également le baromètre du Figaro Magazine où on verra l'évolution de la cote de popularité d'ailleurs du président et du Premier ministre et qui, à droite, l'emporte. Je rappelle vos livres, Macron, la grande mascarade, Yvan Rioufol, c'est aux éditions de l'Artilleur. Conservateur, soyez fiers, c'est aux éditions Plomb et c'est signé par Guillaume Perrault. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, enfin dans 5 minutes à peu près, vous avez rendez-vous avec Yves Tréhard, le talk qui reçoit Jérôme Bignon et on continuera de parler de ces sujets puisqu'il est sénateur du nouveau mouvement Agir, dirigé par Franck Riester. On se retrouve également ce soir à Guillaume Roquette pour Point de vue, avec Marie-Amélie Lombard pour Point de vue. Merci. Et on se retrouve sur Figaro Live.